Quand vous êtes arrivé à Rideau Hall comme gouverneur général, quelles étaient vos impressions? Alors, d'abord, en arrivant à Rideau Hall, il fallait se faire à l'idée que nous allions vivre là. Ça veut dire que vous arrivez dans un lieu qui est un lieu institutionnel. C'est d'abord un lieu de travail. Nous étions une famille avec une petite qui avait 6 ans à l'époque. Et il fallait se demander, et ma fille elle-même m'a demandé, mais maman, est-ce que ça peut être une maison où on va habiter? C'était pas évident. Donc il a fallu un temps d'ajustement pour s'y sentir à l'aise, pour y avoir une vie à peu près normale. Mais notre vie n'a jamais été normale ici. C'est pas possible. C'est d'abord un lieu de travail. C'est un lieu aussi de réception, c'est un lieu de cérémonie, de tout ce qui vient avec aussi le rôle du gouverneur général. Et on est entouré de gens tout le temps. Il n'y a pas d'intimité dans ce lieu. Mais d'autre part, nous avons posé un regard aussi sur l'édifice lui-même, comment il était entretenu. Nous avons beaucoup aimé le travail qui a été fait par nos prédécesseurs. Madame Clarkson a donné de l'éclat à ce lieu, avec la responsable justement de l'aménagement des lieux, du décor, qui s'appelle Anne Bianconi, qui est vraiment une artiste en la matière. Elle a transformé un lieu qui était d'abord tout blanc et froid. Elle le décrivait souvent, elle m'en parlait, elle me disait ça ressemblait à un hôpital. Et même qu'on ne pourrait pas faire cette comparaison aujourd'hui, parce que même dans les hôpitaux, maintenant, on met de la couleur. Mais en tout cas, c'était terne. Et elle a fait mettre des couleurs, surtout dans les salles de réception, les salles ouvertes au public. Par contre, les chambres où l'on reçoit des dignitaires, des invités spéciaux, étaient plutôt dans un piteux état. Elles n'avaient pas du tout été retouchées. Et il fallait un petit peu, faire des travaux de rénovation. Il y avait des tapis lourds et ternes et sales un peu partout là-haut. Il fallait voir à ça. Donc, et d'autre part, très vite, on a réalisé qu'il y avait des problèmes de structure. La façade était en train de s'effriter parce qu'il y avait eu des vices de construction, des vices de matériaux. Il fallait vraiment très vite arrêter cette érosion de la pierre, parce qu'il y a des détails de la façade qui étaient en train de disparaître. Il n'y avait pas non plus d'harmonie dans les moulures, par exemple, des fenêtres, qui n'étaient pas dignes du lieu, ni de la dimension patrimoniale de la résidence. Il y avait, par exemple, des boîtes d'air conditionné qui sortaient des fenêtres. Ça choquait l'œil, c'était pas digne. À l'entrée, les rampes étaient en plastique, ce qui était insensé. Ça faisait une espèce de décalage au niveau architectural. C'était pas beau. D'autre part, le toit coulait. Alors, quand il pleuvait beaucoup, on s'est rendu compte que les équipes, le personnel, mettaient des seaux en plastique et même des poubelles parce que le toit coulait. Or, il y a des œuvres d'art qui sont prêtées par des musées dans cette résidence. Alors il fallait, comme ça, en catimini, même, alors qu'on n'est pas censé le faire, décrocher des œuvres d'art pour les mettre à l'abri des fuites d'eau partant de pluie. Alors nous avons posé la question, nous avons demandé, mais depuis quand c'est comme ça? On nous a dit depuis des années. Donc il fallait vraiment penser à des travaux majeurs à faire sur le toit. Et le pire, c'est que mon mari, lui, c'est un cinéaste, un philosophe, mais en même temps, c'est un homme qui aime travailler, il aime bricoler. C'est lui qui a trouvé les problèmes et qui a parlé aux équipes de la CCN et qui a dit, écoutez, c'est pas compliqué, il y a un problème entre l'entretoit et le toit, il faut aller inspecter. Et vous pouvez trouver dans les archives des photos où mon mari est sur les toits avec les équipes de la CCN pour l'inspection, avec un casque de travailleur et tout, parce que ce n'était pas pensable que l'on puisse laisser cette résidence à l'abandon à ce point. Les serres étaient fermées, une bonne partie des serres
étaient fermées depuis des années, alors que les serres sont d'époque, elles ont été construites au XIXe siècle, elles sont aussi un élément patrimonial important. Alors, vous me demanderez, mais pourquoi on ne faisait rien? Premièrement, parce qu'il n'y a pas vraiment, on n'a pas senti un souci réel de bien sauvegarder et protéger un lieu et un édifice patrimonial. C'est quelque chose, c'est un travail que nous devons faire, c'est une éducation qui est à faire au Canada. D'autre part, il y avait toujours cette peur, oui, mais si on fait des travaux comme ça, que dira le public? Dépenses somptuaires, extravagances. Et moi, je disais toujours, mais non, il faut éduquer le public et faire comprendre que ça, c'est du bien public. Donc, si c'est du bien public et ça fait partie de notre patrimoine comme Canadiens, il faut l'entretenir, il faut le valoriser, il faut le sauvegarder et le protéger. La salle de l'attente est une salle où, lorsque nous nous sommes mis à regarder d'un peu plus près, il n'y en a que 2 de ce type-là dans le monde. Il y a une salle de l'attente du même type en Suède et il y a celle-ci, à Rideau Hall. Eh bien, la toile était tachée, elle était déchirée. C'est là pourtant où l'on tient des dîners d'État, des réceptions importantes, parce que cette résidence est aussi un outil de diplomatie. Voilà ce que c'est. C'est un outil de diplomatie, c'est un outil important où l'on tient des événements qui ne sont pas de la fantaisie ce n'est pas banal, quoi. Les Canadiens sont invités ici, le gouverneur général remet des prix importants, on reconnaît le mérite des Canadiens, on fait quantité de grandes réceptions, on reçoit des chefs d'État et des dignitaires. Donc il faut quand même avoir cette fierté de recevoir dans un lieu dont on prend soin, parce que c'est un trésor. Et bien nous, quand on regardait cette toile, on se disait, mais c'est pas possible. Il y avait des taches parce que le toit fuyait. La toile était ternie par le temps, et elle était à certains endroits déchirée. Alors on a dû chaque fois convaincre la CCN, la Commission de la capitale nationale, de l'urgence de ces travaux. Et on l'a fait durant mon mandat en 5 ans. C'est probablement le moment où on a fait le plus de travaux dans ces lieux. Au niveau des serres, qu'il a fallu réhabiliter, décontaminer, réouvrir au public. Au niveau de la salle de l'attente qu'on a complètement restaurée. Au niveau de la façade qu'on a sauvée parce qu'il y avait une érosion, la pierre était en train d'être vraiment de s'écrouler. En faisant ces travaux de la façade, on s'est rendu compte que la structure aussi du bâtiment avait un problème sérieux. Donc il a fallu, parce qu'on s'attaque à un problème et on découvre qu'il y en a un autre derrière. Donc vous voyez tout ça, si on n'a pas un souci de valorisation d'un lieu patrimonial, ça devient accessoire. Mais, vous savez, mon plus grand plaisir, c'est que toutes ces décisions qui ont été prises sous mon mandat n'ont jamais soulevé de controverse, parce que tout était dans la façon dont on en parlait. C'est de faire comprendre au public que c'est pour le bien de tout le monde, c'est du bien commun, c'est du patrimoine, et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Parce que c'est comme ça c'est notre façade, c'est notre vitrine. C'est très, très important. Mais vous avez passé 5 ans en zone de construction. Oui. Oui. Ça ne vous a pas gêné? Comme famille, ça aurait été très difficile quand même. C'est un bureau, mais c'est aussi votre lieu votre résidence principale. Vous savez, l'important, c'est le but, c'est la finalité. Ce n'est pas ma résidence, c'est la résidence du gouverneur général. Or, il revenait au gouverneur général de prendre ce genre de décision et d'assumer cette responsabilité. Et moi, j'ai tenu à l'assumer. Peu importe, écoutez, déjà, habiter ici, c'était pour une raison claire, c'était du fait que j'assumais cette haute fonction. Donc, il fallait vivre avec les inconvénients. Je veux dire, on n'a jamais considéré que c'était notre maison. On y vivait,
dans le plein respect du lieu, de la fonction, mais en vivant aussi avec la contrepartie, avec les inconvénients. Donc oui, ça a été un chantier de construction, mais j'aurais trouvé totalement irresponsable de ne rien faire. Vous savez, quand par exemple Mme Clarkson a réaménagé tous les jardins, parce qu'avant il y avait des pots de géranium, il n'y avait pas vraiment d'aménagement extérieur. Mais ça, c'est un legs, c'est extraordinaire. Quand je reviens ici et que je vois la salle de l'attente, ça fait partie de mon legs. Quand je reviens ici et que je vais dans les serres et qu'elles sont réouvertes, restaurées, réaménagées, décontaminées, ça fait partie de mon legs. C'est pour les Canadiens. Or, on ne peut pas être gouverneur général et ne pas penser à ça. Ce n'est pas possible. Donc oui, on a vécu avec les inconvénients. Durant les travaux de la façade, c'était compliqué. Mais ça valait le coup, il le fallait. C'est responsable. Ouais. Vous avez installé un chef-d'œuvre magnifique de Norval Morisseau. Oui. Pourquoi est-ce que c'était très important pour vous d'installer cette... Moi, j'ai voulu que lorsque les Canadiens entrent en ce lieu, et lorsque des étrangers, aussi des dignitaires entrent en ce lieu, qu'il y ait un récit, que l'on comprenne d'où nous venons, quelle est notre histoire. Et j'ai voulu que chaque pièce ait un contenu thématique. Ce qui aidait beaucoup les guides d'ailleurs qui font les visites, c'est de pouvoir entrer dans une pièce et de raconter en quelque sorte un aspect de notre parcours historique comme Canadiens, de notre identité, de notre diversité. Alors premièrement, dans la salle de l'attente, j'ai voulu regrouper tous les portraits des gouverneurs britanniques. C'était une façon de parler. Autour du grand portrait de la reine Victoria, j'ai dit on va vraiment faire une pièce où l'on parle de l'héritage britannique. Et les guides vous diront que c'est vraiment très, très pratique de pouvoir entrer là et de dire, bon voilà cette partie, voilà ce que ça dit, voilà ce que nous sommes, voilà d'où nous venons, voilà ce qu'est cette institution. Donc, dans la salle où nous sommes ici, par exemple, ce sont des œuvres de femmes peintres canadiennes. C'était important. Je voulais que dans la grande salle à dîner, que là on ait des paysages, vraiment, des paysages canadiens, des grands tableaux qui montrent notre espace. Je voulais que dans la salle de bal, où se passent vraiment les cérémonies très importantes, y compris la sermentation du gouvernement, que le tableau frontal, celui que tous les Canadiens voient, le tableau le plus vu à travers le Canada, parce que lorsque les médias sont là, c'est ça, que ça raconte quelque chose aussi. Et que dans cette salle, on puisse aussi reconstituer des temps dans notre histoire. Donc, par exemple, sur un mur, j'avais fait placer ce très beau tableau de Jean-Paul Lemieux du couple royal. Très moderne, très beau, avec en arrière-plan le Parlement. Parce que je voulais que, lorsqu'on entre dans la salle, que l'on voit quelque chose qui parle de l'édification du Canada moderne. Donc le premier tableau que j'avais choisi sur ce mur frontal, c'était un autre Jean-Paul Lemieux, mais qui parlait des pères de la Constitution. Et c'était magnifique parce qu'on voyait encore que c'était quelque chose en devenir. Et en quittant la salle, on pouvait saluer l'héritage aussi britannique, avec cet autre Jean-Paul Lemieux qui est le portrait du couple royal. Ensuite, il a fallu rendre ce tableau des pères de la Constitution et le remplacer. Et je me suis dit, il faut absolument un autre tableau qui sera incontestable et qui va parler d'un autre temps de notre histoire, notre héritage historique précieux. Et un jour, en visitant comme ça le musée des Beaux-Arts à Ottawa, il y avait une salle entièrement consacrée à Norval Morisseau. Et il y avait ce tableau extraordinaire dont le titre est Androgynie et qui, dans la conception amérindienne, parle du fait que chaque chose est dans l'autre et tout est dans tout.
D'où cette idée d'androgynie. Magnifique. Un rapport spirituel à la au cosmos, à l'environnement, est très rassembleur. Et là, je me suis dit, si je mets ce tableau, en même temps, ça va envoyer un message puissant pour les Premières Nations, pour les premiers peuples, pour les autochtones du Canada. Et c'est important. Parce qu'il y a un rapport entre les autochtones du Canada, nos frères et nos sœurs autochtones, et la couronne qui est très important, les traités. Donc je me disais, ça va être formidable, parce qu'en rentrant, il y aura cette fenêtre ouverte sur le patrimoine, l'histoire, la vision autochtone dans ce pays, et en quittant, on va aussi saluer l'autre héritage, qui est le lien, vraiment notre lien à la couronne. Ce que j'aimais aussi, c'est que ça parlait des Amériques. Parce que cette salle, son architecture est très coloniale, n'est-ce pas? Très européenne, très coloniale. C'est notre héritage aussi colonial. Et le contraste avec l'œuvre de Norval Morisseau était formidable. Parce que c'est comme si ça dessinait une fenêtre qui, de seul coup, vous plongeait, et vous n'avez pas le choix, quand vous êtes assis dans cette salle pour une cérémonie, vous deviez le voir. Et c'est comme si, d'un seul coup, ça vous renvoyait de manière puissante à l'héritage des premiers peuples. Et le contraste entre la salle d'architecture très européenne et cette imagerie autochtone, ça parle des Amériques. C'est la rencontre des civilisations entre l'Europe et les premiers peuples des Amériques. C'était formidable. Alors, pas tout le monde était à l'aise avec ça, parce que c'était tellement fort. Les gens disaient « Oh !» Et certaines personnes ne savaient même pas qui était Norval Morisseau. Il est l'un de nos plus grands peintres. Ils ne savaient pas. Mais j'aimais cet effet de surprise. J'aimais cet effet aussi de déséquilibre que ça pouvait provoquer dans l'esprit des gens. C'était fort. Et je vous assure, chaque fois qu'on avait des autochtones dans la salle, soit parce qu'ils recevaient un prix, soit parce qu'on faisait un événement, et qu'ils prenaient la parole, ils se référaient toujours au tableau. Toujours. Parfois par un chant, parfois par des tambours. Et pour eux, c'était... Ah, mon Dieu, c'était l'affirmation de leur présence. C'était la reconnaissance de leur présence. C'était très important. Moi, j'ai adoré introduire ça. Moi, je trouve que l'art provoque ça. L'art provoque un moment de connaissance, de prise de conscience. Parfois, ça peut vous déstabiliser, mais c'est important que ça vous déstabilise. Ça révèle, ça rend visible parfois l'invisible. Ça rassemble, ça permet de raconter quelque chose, c'est puissant, c'est vraiment puissant. Vous avez remarqué que Rideau Hall est quand même un édifice à l'européenne. Vous l'avez modernisé un peu parce que vous n'avez pas eu un choix. Il fallait que l'édifice soit modernisé. Mais quand même, quand vous vous promenez dans les couloirs de Rideau Hall, est-ce que vous sentez l'histoire de l'édifice? On sent l'histoire partout ici. Mais en même temps, l'histoire ne s'arrête pas à un point. L'histoire est toujours en mouvement. C'est un point de départ et c'est une fuite, toujours vers l'avant. Donc, d'établir ces contrastes, justement grâce à l'art, où dans cet édifice, avec cette architecture très chargée de moulures à l'européenne, d'introduire un tableau extrêmement moderne, ça parle de ce que nous sommes. Ça parle d'un parcours qui est le nôtre, qui est un parcours historique, c'est un tracé, c'est un voyage dans le temps, c'est important. Et je crois que ma prédécesseur, Mme Clarkson, avait ce sens-là aussi. Elle aimait ce genre de contraste et pour nous, pour Jean-Daniel et moi, pour mon mari et moi, ça allait de soi aussi. Pour M. Saul et Mme Clarkson, ça allait de soi. Pour nous aussi, ça allait de soi qu'il fallait jouer sur ce rapport des temps dans l'histoire et comment le passé par le présent est une fuite aussi vers l'avenir, quoi. Et en même temps,
pour tous les gens qui traversent cet espace, ça envoie aussi une vibration, une énergie très, très forte. Non, c'est magnifique de pouvoir jouer avec un lieu, avec un espace, avec l'art, mais pour produire du sens. Et c'est ce que je disais toujours aux guides, parce que j'aimais beaucoup travailler avec ces jeunes qui font découvrir le lieu et tout, et je leur disais, il faut y mettre du sens. Et je vais vous aider à y mettre du sens. Parce que d'une pièce à l'autre, vous aurez quelque chose à raconter. Et ils ont adoré ça, ils ont adoré ça. Autrement, à quoi ça sert ? C'est ça la pertinence d'un lieu. Ce lieu, ce n'est pas le prolongement de la personne que l'on est. Ce lieu est là pour représenter vraiment une nation, une histoire, des citoyens, une créativité, une énergie, une volonté, des valeurs. À l'entrée, par exemple, pourquoi avoir choisi de rassembler les gouverneurs canadiens, les gouverneurs généraux ? Parce que là encore, c'est important de dire, bon, voilà, à partir de Massé, à partir de cette affirmation canadienne, j'ose dire, même si ça ne plaît pas à tout le monde, la canadianisation aussi de cette institution, il y a des gens qui ont contribué. Et ce sont des gouverneurs généraux canadiens. Ça explique aussi qu'à un moment dans notre histoire, nous avons cessé d'être des sujets britanniques, nous sommes devenus des Canadiens avec une citoyenneté. Ce pays est souverain et c'est important de regrouper les personnages qui ont participé à ça. Ensuite, de mettre les œuvres de Curelec dans la pièce suivante. Si vous regardez l'angle d'ouverture des portes, de la première porte à la seconde porte, quand les deux sont ouvertes, ce qu'on voit, c'est cette œuvre, c'est le début de cette série des œuvres de Curelec, qui est un peintre canadien d'origine ukrainienne, et qui parle de l'immigration, parce que ce qu'il raconte, c'est... et beaucoup de Canadiens comme moi peuvent s'associer à cette histoire, comment certains sont venus, poussés par la répression, et ont trouvé refuge ici au Canada pour se refaire une vie et ont participé à l'édification de ce pays. Ça parle de notre diversité. En parlant de l'art, j'aimerais parler de votre portrait officiel et pourquoi vous avez choisi, parce que c'est complètement différent que tous les autres portraits. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, qu'est-ce que ça représente de vous d'avoir choisi tout qui est trouvé là-dedans, votre portrait officiel? Premièrement parce que ces 5 années étaient des années où je n'ai pas cheminé seule. Dès mon discours d'installation, j'avais annoncé que je voulais faire de cet espace un espace de résonance pour les Canadiennes et les Canadiens, et surtout pour ceux et celles qui ont moins voix au chapitre, ceux qu'on entend moins. Je voulais que ce soit un espace qui rassemble. C'est ce que c'est d'ailleurs. Et pendant tout mon mandat, alors que j'ai parcouru le Canada, j'étais très sensible au tissu social de notre pays. C'est-à-dire tous ces citoyens, toutes ces citoyennes qui travaillent tous les jours à trouver des solutions à des problèmes qui nous affligent et qui font finalement qui sont l'essence même de ce pays. Ce pays est fait de gens qui sont responsables, qui prennent les choses à cœur, qui ne se mettent jamais la tête dans le sable. Notre tissu social est magnifique. Alors, quand est venue la réflexion sur le portrait officiel, je me suis dit, je ne peux pas être toute seule sur cette toile, ce n'est pas possible. Je me suis rendue accessible, disponible, je suis allée partout à la rencontre des gens, j'ai écouté, j'ai rassemblé, j'ai mis les gens en présence. J'ai été commandante en chef alors que nos troupes étaient en Afghanistan. J'ai vu le travail qu'ils ont fait, surtout ceux qui étaient responsables de l'hôpital à Kandahar et qui étaient portés par une éthique incroyable. Ils soignaient tout le monde. Ils soignaient les civils afghans, ils soignaient même les talibans. Pour eux, l'important, c'était
leur sens de la déontologie, leur sens de l'éthique. Et j'ai vu aussi ce que ça représentait. Moi j'ai eu à cœur mon rôle de commandante en chef, surtout à ce moment tellement difficile pour nos militaires. J'étais là pour toute quantité de rapatriements quand même. L'autre jour, quand on a eu cette cérémonie qui rendait hommage à tous les soldats qui ont été déployés en Afghanistan, on a réalisé à quel point, pratiquement 90%, sinon 95% des soldats qui ont laissé leur vie là-bas, ça s'est passé durant mon mandat. Donc j'ai travaillé de très près avec les militaires. Donc j'ai voulu aussi que le tableau témoigne de tout ça, de tous les aspects de cette traversée durant mon mandat et de ce lien étroit que j'ai voulu établir avec mes compatriotes, mes concitoyens et mes concitoyennes. Donc avec Karen Bailey, ça a été une très belle rencontre. Puis elle a eu cette idée magnifique de montrer aussi que celle qui marquait le temps dans le tableau, c'est ma fille. C'est notre fille, Marie-Éden, parce que Marie-Éden avait 6 ans quand nous sommes arrivés ici. Elle a quitté ce lieu, elle allait avoir 12 ans. Donc on la voit au début me tirant comme ça, et puis émerveillée aussi par toute cette vie autour d'elle. Cette vie. Il s'agit d'abord d'un paysage humain. Et on voit plus loin une adolescente avec son... certainement un Blackberry. Et ça, c'est beau, quoi. Et il y a ce personnage qui marche en arrière-plan, qui porte une longue barbe. Je le vois encore ici à Ottawa. C'est un sans-abri d'Ottawa qui... Ce sont de vrais personnages. Hein. Et chaque personne a une histoire. Donc, je voulais justement que ce tableau témoigne d'histoires. Des histoires d'hommes, de femmes, de jeunes qui font partie qui sont l'essence même du Canada. Et je suis très contente de la façon dont l'artiste a rendu ça, mais c'est beaucoup de conversations entre nous, avec une très très belle connivence. Vous étiez... Yeah. Perfect. So we'll keep this as maybe a last question then. It's truly a very, very good accent. Merci Madame Jean, c'est vraiment... Oui. Mais quand même que vous étiez gouverneur général, vous étiez quand même mère, femme, épouse, et il faut que tout le monde ait la chance d'avoir quelque part où on peut être chez nous, où on se sent comme on peut s'asseoir, que c'est plus intime. Est-ce que vous avez jamais eu cette sens ici? Est-ce que c'était quand même une maison, une espèce de... une maison, en effet, une maison. Au fait, la grande équipe de Rideau Hall est devenue notre famille élargie. C'était vraiment ça. Nous avons vraiment voulu que chaque personne qui travaillait dans cette maison puisse être dans le prolongement aussi de qui nous sommes et dans le prolongement de ce que nous voulions accomplir et soit respecté aussi pour la richesse de son apport. Ça, on a tenu à ça, à créer un vrai lien, que ce soit avec les gardes du corps, toutes les équipes, aux programmes, aux communications, les gens qui travaillaient à la cuisine. Il fallait cet esprit de corps. Pour nous, c'était important. Alors, vivre ici aussi avec une petite fille qui doit négocier des choses avec ses parents, qui est une enfant entourée d'adultes, ça veut dire aussi qu'elle allait partout. Quand maman disait non pour quelque chose, elle allait voir, elle avait toujours un autre endroit où elle pouvait aller. Donc ça, pour nous, comme parents, ça a été un défi. Ça a été un défi parce que les enfants apprennent à faire ça très vite. Très, très vite. Donc, elle savait toujours où trouver du renfort, de la solidarité.
négocier quoi, ces allées et venues ici. Ça a été formidable pour elle d'amener ses amis également, qu'il fallait quand même... Et les gens appréciaient qu'on trouve une poupée là, des fois des petites chaussures ailleurs. Et je pense que la présence d'un enfant a fait beaucoup plaisir aux équipes à Rideau Hall. Il y a d'ailleurs quelque part des traits où on a marqué sa croissance, comment elle a grandi de son arrivée à notre départ. Ça, c'est très beau. Pour Marie-Éden, ce lieu a été un lieu de référence. Est-ce que ça a été notre maison? Pas vraiment. Et c'est normal. Nous habitions des quartiers privés qui sont comme un appartement. Nous avons essayé quand même d'habiter toutes les pièces, c'est-à-dire de fréquenter toutes les pièces, leur donner de la vie, d'utiliser le piano. Ma fille apprend le piano, je joue du piano aussi. On a mis de la musique dans cette maison, c'est sûr. On mangeait à la véranda, on mangeait dans la plus petite salle à manger. On a eu un arbre de Noël ici, on a fait la fête, quoi. On était beaucoup trop sur la route et toujours dans le travail pour en avoir fait un lieu où nous avons reçu beaucoup d'amis. C'est pas arrivé, on n'a pas fait beaucoup on n'a pas fait vraiment de réception privée. C'est pas arrivé souvent ça. Il y a aussi mes belles filles et puis nos petites filles qui sont venues de France quelquefois, mais ça a toujours été plus un lieu de travail qu'autre chose. Ça a été un lieu de travail où il fallait quand même se trouver un air d'aller, quoi, comme une famille. Mais les gens, pour nous, ont été significatifs. Ils sont entrés dans notre vie et nous sommes entrés dans leur vie aussi, parce que nous sommes intéressés à eux beaucoup. Donc, c'est ça. Alors, nous sommes... Okay. Alors, je vais finir avec... je crois, en effet, que vous avez vraiment donné une très belle idée de Rideau Hall et de votre expérience ici. Alors, ça se peut que vous pensez qu'on a déjà... que vous avez déjà répondu à cette question, mais est-ce qu'il y a quelque chose surtout que vous voulez que les Canadiens et les Canadiennes sachent au sujet de Rideau Hall? Pourquoi c'est un édifice si important? Qu'est-ce que ça représente? Probablement, c'est un lieu important dans l'exercice de notre gouvernance au Canada. Le gouverneur général a des responsabilités. Le gouverneur général est une figure qui rassemble les Canadiens, qui est là aussi pour mettre en relief les valeurs canadiennes, l'excellence au Canada. Donc cette résidence est vraiment, je dirais, un trésor pour les Canadiens d'abord et avant tout. C'est aussi donc lieu de gouvernance, mais aussi outil de diplomatie. Il ne faut jamais oublier ça. C'est notre façade, c'est notre vitrine, comme nos ambassades à l'étranger. Les résidences officielles sont là pour dire quelque chose qui nous représente, pour projeter qui nous sommes, notre identité, notre parcours. C'est essentiel. Donc, c'est affolant des fois de voir que certains minimisent complètement et pensent que c'est de l'accessoire et que c'est du luxe. Ce n'est pas du luxe. J'ai effectué beaucoup de visites d'État durant mon mandat et la plus grande fierté des peuples, c'est de vous accueillir dignement, en vous montrant ce dont ils sont capables, en vous montrant leur sens de l'esthétique, en vous montrant leur créativité, en vous montrant leur patrimoine architectural et historique. Ça, c'est inestimable. Et malheureusement, je trouve que c'est une valeur qui n'est pas assez comprise, qui n'est pas assez cultivée dans notre pays. On le voit. Et ça, je crois que c'est important quand on reçoit des enfants ici, des écoliers, des étudiants, c'est le premier message qu'on a envie de leur transmettre. Ça, c'est du patrimoine, c'est une richesse, c'est un trésor. C'est à vous, et c'est en votre nom qu'on cherchera toujours à le protéger.
faut y mettre la volonté.